là, justement, je le trouve qu'il la voit avec un regard trop positif vis-à-vis de ça. Parce qu'elle avait des déficiences, et des déficiences peut-être qui étaient déjà une détérioration. Il distingue à un certain moment, il parle de la question débilité et imbécilité. Oui, parce et il essaie de distinguer, de montrer qu'elle n'est pas, n'est-ce pas? Le problème, c'est que les catégories à l'époque, c'était vraiment l'imbécilité, l'idiotie, etc. C'était des catégories. La débilité, vraiment, c'était celui qui bavait. C'était pas une déficience à certains secteurs. Hein. Ouais. Donc, Mais aussi parce que comme il essayait de comprendre tous les néologismes, et puis avec toute cette peine, il trouvait du sens derrière, c'est vrai que je pense ça, je peux comprendre, c'est une fascination devant l'invention psychotique. Quand on la déchiffre, on a l'impression que c'est génial, que c'est un génie derrière qui a eu c'est ça que j'ai l'impression que vers la fin, il est pris dans un mouvement comme ça. Mais il est très préoccupé par cette question du niveau culturel. Au contraire de Freud, il est préoccupé par l'intelligence. Et Jung, c'est le niveau culturel. Il revient beaucoup sur ça. Oui, c'est vrai. Et à la fin, moi, ça m'a surpris un peu. Il parle des hallucinations. Et puis, il fait une hypothèse que l'hallucination vient contrebalancer dans quelques situations le complexe de grandeur, par exemple, en donnant des exemples où le patient est arrêté, par exemple, par une voix qui dit quelque chose d'ironique ou quelque chose de critique. Et il prend ça comme une tentative d'équilibre. Et il fait la remarque que c'est comme si c'était encore un reste du moi qui fonctionne et qui critique et qui ramène le patient à retrouver un équilibre, parce que dans les exemples qu'il a donnés, l'hallucination protège le patient prêt à se défenestrer et la voix l'arrête. C'est les hallucinations téléologiques. Téléologiques à finalité. La finalité, c'est que le patient se suicide pas. Elle parle de ça. Oui, c'est ça que tu dis. C'est en page 183. Très joli. il le montre comme défense, alors, comme une défense. Ouais, la théologie, la finalité, comme s'il y avait c'est un but dans la... Mais c'est un point de vue économique, alors. Mais ça serait presque un point de vue darwinien, quelque part. Il est un peu, enfin moi je le vois aussi un peu comme ça, où il y aurait une finalité dans cette espèce d'adaptation où ça le protège. Je sais pas, je vais lire peut-être un peu. Ou bien est-ce que cela, peut-être, moi j'ai pas bien compris, enfin j'ai pas lu, hein, donc je viens pour m'instruire, mais ça fait penser plutôt à un point de vue économique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui surgit comme une sorte d'épiphanie de quelque chose qui vient pour compenser quelque chose qui pourrait dérailler, pour faire équilibre, comme dit Olga. Donc on entend plutôt un point de vue économique, mais enfin c'est pas du tout. Je sais pas si c'est économique. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Bon, il parle de finalité quelque part. L'hallucination lui permet d'éviter qu'il passe à l'acte. Oui, c'est ça. Si c'est ça qui Une défense. Ouais, c'est une défense. Ben oui, mais c'est un point de vue économique en fait. Que l'économie psychique s'organise autour de ça déraille et je construis un autre bidule pour compenser ce déraillement. C'est-à-dire que tant qu'il y a hallucination de quelque sorte, soit visuelle, c'est-à-dire il n'y a pas de trou. C'est ça. C'est-à-dire que le trou, c'est justement là qu'on saute dedans. Hein, donc ça évite le suicide en effet. Entendre des voix, voir des choses, sentir des choses. Donc là où tu parlais, il parlait de protection, d'hallucination comme protection. C'est ça, l'hallucination comme protection. Il est hésitant, mais j'ai lu par ailleurs que cette idée d'équilibre, de compensation, je ne sais pas si Renato, tu as cette même impression, je l'ai lu quelque part, que c'était vraiment le pivot que les psychothérapeutes jungiens ont utilisé par la suite.
Et lui, il fait des hypothèses, il n'est pas très sûr, et il dit aussi qu'il peut y avoir, par exemple, plusieurs complexes, et il y a celui qui se manifeste et celui qui se tait, ou peut-être donc deux complexes qui se manifestent, Oui. et ça peut être des complexes Un conflit. opposés. Oui. Justement, comme le complexe du moi et de l'inconscient. Ouais. Mais là, on n'est pas dans... c'est-à-dire, il n'y a pas vraiment l'échelle, on a tellement de complexes, et puis on a l'impression que... C'est ça, il y a des conflits, de il y manière a des complexes fragmentée. contradictoires. Ouais. C'est complexe. Mais juste pour comprendre ce que lui il amène, qu'est-ce qu'il entend par inconscient? Est-ce qu'il s'explique là-dessus dans ce Il y a texte? un moment où il donne une des définitions de complexe, c'est représentation en tonalité affective. Donc représentation, et la question de l'affect revient souvent. Et l'inconscient il met presque l'inconscient et l'affect plus ou moins ensemble. C'est ça. Donc à un certain moment aussi, il parle du complexe comme manifestation de l'inconscient, et il parle d'affect aussi. De l'affect comme moteur. Emotion. Ouais. Ouais, c'est la pulsion. C'est là. Ouais, c'est Ouais, il ne parle pas de pulsion, mais on sent qu'il tourne autour de cette histoire de pulsion. Mais pour lui, c'est différent de Freud, au fond, que c'est pas une question de savoir, que c'est pas une Deutung, c'est pas une comme... Parce que Freud va faire une trame Deutung. Oui, non, je pense que pour lui, c'est pas une question de savoir, c'est une question d'émotion. d'intelligibilité aussi. D'intelligibilité. Oui, Olga, tu avais parlé de l'inintelligible chez lui, parce qu'il revient beaucoup avec cette question. Je pense que toute sa méthode, c'est essayer de rendre l'inintelligible intelligible. C'est là qu'il y aurait la Deutung. La Deutung jungienne serait, à travers ces associations, rendre l'inintelligible intelligible. Alors, on pourra parler aussi de la question des façons d'interpréter de Jung. Parce qu'il a des façons... Ça, c'est important. Pour moi, c'est important de comprendre. Parce que quand on dit inconscient, donc c'est pas la même chose au fond que ce que Freud parle quand Freud dit inconscient. Il y a des ressemblances quand il parle oui. l'affect et la représentation. C'est pas la même chose, certainement pas la même chose. Oui. Mais il y a des influences par rapport à 1895, les neuropsychoses de défense, on sent ce vocabulaire. Ouais. Il est de quelle année? 1911 ce texte, le premier? 1907. 1907. Il est né quand? Il devait avoir un peu plus de 30 ans. Hein. Plus jeune que Freud. Bien plus jeune, oui. Là, c'était un gamin en 1907. Moi, j'ai l'impression que c'est tout ce qui n'est pas conscient. C'est-à-dire, c'est pas... il n'y a pas une structure visualisée derrière. Comme ce n'est pas le refoulé. Je peux vous lire une phrase. Oui. L'activité psychique inconsciente, par contre, est tout entière sous l'influence des complexes opposés refoulés, d'un côté du complexe de préjudice, de l'autre des restes des corrections normales. L'entrée dans la conscience des fragments de ces séries devenues autonomes se réalise essentiellement sous forme d'hallucination. Ça, c'est un exemple. Comment il peut pas... Oui, là, on a le sentiment de le refouler. Il fait partie de l'inconscient, mais ce n'est pas le principal de l'inconscient. Je me trompe. C'est ça. Moi, j'ai l'impression que pour lui, ça reste obscur. Il admet tout à fait l'apparition de phénomènes inconscients et puis et ce qui apparaît comme formation dans le rêve. Mais pour lui, il reste encore, ça reste obscur. C'est pour ça que plus loin, on verra le concept des archétypes encore plus en profondeur. Et le refoulé, je veux dire que là, il ne parle pas d'archétype dans ce texte. Non, ça vient beaucoup, ça vient plus tard. 1907, il ne parle pas de ça. Mais on voit que... l'inconscient collectif. On pourrait aussi dire tout ce qui n'est pas conscient, c'est inconscient parce que c'est par opposition à la conscience qu'il détermine l'inconscient. Donc, au
fond, l'idée d'un savoir, Ouais. comme Freud le pose, n'est pas du tout dans son champ à lui. Ouais. C'est pas du tout ça. Pour lui, Mais ça il voit les serait un manifestations. non-savoir. C'est ça, Et c'est ça. pas un ne pas vouloir savoir, comme Freud. Une bévue. C'est Une bévue. chez Freud. C'est le non-su, l'insu. Oui, mais tout ce qui Mais n'est pas conscient est non su. Donc Mais- c'est un Oui, conscient. mais c'est pas la même chose, n'est-ce pas, quand Freud, par exemple, va expliquer, parce que Freud va avoir une position, souvent, on l'a vu dans ce qu'on en a parlé, pour la jeune homosexuelle dont on a parlé la dernière fois, Freud va lui expliquer, Oui. c'est-à-dire va révéler, au fond, que derrière ce qu'elle manifeste, il y a un savoir. Et oui, et justement, et pour Freud, il y a un savoir qu'elle ne sait pas qu'elle sait. Qu'elle ne sait pas qu'elle sait. N'est-ce pas? C'est Alors, là que je parle de refus de savoir. Tout à fait. Alors je suis d'accord avec toi. Donc elle ne sait pas qu'elle sait et Freud pense qu'en lui révélant, Voilà. ça va permettre de changer. Ensuite, il va changer d'idée, de- il va voir ça. Après, il va changer d'idée, bien sûr, parce que l'inconscient va revenir, enfin, où la notion de savoir va se complexifier. Bon, mais ce que je voulais savoir, en fait, c'était comment Jung, lui, voyait cette histoire, alors, de non-conscient. Donc ça veut dire que c'est une sorte de trou, enfin, de vase, Non, c'est pas ça, c'est Moi, pas je un pense trou. qu'on a la réponse. C'est pas un Je peux lire le texte? Oui, bien sûr. Ça m'intéresse. Enfin, moi, je le comprends comme défense. Quoi, Je l'inconscient? Il parle de ces formations inconscientes comme une défense par rapport à un traumatisme. C'est comme ça que je le Comme comprends. un refoulement. Ah bon? Je vais vous dire. Non, mais La défense, ça serait le refoulement. Par exemple. Mais c'est-à-dire, il faut juste que je trouve. Ou la négation. La forclation. Ou la forclusion, ou le déni. Qui est la Voilà. négation. Attendez, je vous trouve la page. Là, c'est intriguant, ça. C'était tout près de la page, vous avez vu, c'était quoi, 153? Parce qu'il parle à un moment donné, parce qu'il parle de, c'est un peu l'interprétation qu'il donne, moi je le comprends comme une interprétation à la page 153. La patiente a toujours été pauvre avant sa maladie et elle est issue d'une famille dépravée. Sa sœur est puella publica. Ses idées et ses désirs expriment une aspiration à se libérer de ce milieu, à accéder à une meilleure condition sociale. Rien d'étonnant donc à ce que le désir d'argent, etc., parce qu'elle a des délires de grandeur et puis des délires de préjudice ou de demande de l'argent. C'est ces deux principaux complexes, etc., et une tonalité particulièrement forte. Tous les désirs forts sont des thèmes des rêves, et les rêves les présentent comme réalisés. Non pas dans des représentations de la réalité, mais au contraire dans des métaphores au flou onirique. Chez la patiente, le beau rêve qui satisfait les désirs se présente côte à côte avec les associations de l'existence éveillée. Et là, je vous avais lu le texte, le pouvoir inhibiteur du complexe moyen a été détruit par la maladie, le complexe remonte à la lumière du jour et continue à la... etc. Ça me semble important ce passage où il donne un peu, ça donne une explication à toutes ces longues pages d'exploration. C'est pour ça que je me dis, quand je le lis, je me dis que pour lui, toutes ces manifestations délirantes, folles, une sorte de compensation d'un manque, de quelque chose d'un peu traumatique dans son vécu. C'est pour ça que je fais ce raccourci en disant qu'il a une vision peut-être défensive des choses. Oui, mais c'est un peu simple pour avoir écrit tout ça, tout ce complexe, pour dire quelque chose d'aussi banal. Enfin que, Banal de nos jours, parce que si on prend dans le contexte de l'époque, bon, il y a... À la compensation de quelque chose dans la vie qu'on n'a pas et qu'on veut compenser, c'est banal, c'est pas de nos jours. Enfin, Je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose de un peu plus complexe dans ce complexe, n'est-ce pas, qui est qu'est-ce que vous disiez là? Oui, il met la question de l'inconscient et du délire côte à côte, qui était à l'époque, ça se pensait de cette façon, la question que Freud appelait de primitif, hein, lui, il mettait tout ensemble aussi, comme Freud. Une pensée presque primitive, une pensée que plus tard il va appeler archaïque, liée au
rêve est lié à la mythologie, qui va parler de ça plus tard. Les archétypes. Mais là, c'était pas encore ça. On sentait arriver un peu ce genre d'idée.